Quelles ont été les questions les plus intéressantes posées par les analystes lors de la conférence de présentation des résultats de LVMH? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec cet article qui est disponible sur le Substack de la chaîne. Donc, le Substack, vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. On commence tout de suite avec cette analyse de la session de questions-réponses des analystes. Donc, je rappelle que l'analyse des résultats, proprement parlé, elle est disponible sur la chaîne également et sur le blog. Donc, je vous renvoie vers ces vidéos pour le détail. Ici, on va s'intéresser aux points questions qui ont été soulevés par les analystes. Alors, la session de présentation des résultats, c'est principalement Cécile Cabanis qui l'a dirigée, qui l'a animée. C'est la directrice financière du groupe et à ses côtés, on avait Rodolphe Ozun qui est directeur des relations avec les investisseurs. Bon, alors j'ai essayé de regrouper les questions par thématique pour essayer d'être le plus efficient possible. Première thématique, ça va être performance régionale et impact du tourisme. Donc les analystes ont largement interrogé LVMH sur les disparités régionales, notamment la situation en Asie. Point important, qu'est-ce qui se passe en Asie, puisque c'est un pays très important pour LVMH, où la Chine et le Japon jouent un rôle clé. Donc Louise Singlehurst de Goldman Sachs a demandé des précisions sur l'amélioration observée en Chine continentale au deuxième trimestre. Donc la CFO, Cécile Cabanis, a confirmé une amélioration tangible de la demande locale chinoise, bien que la croissance reste négative à un chiffre élevé. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais high single digits, d'ailleurs on est entre 7 et 10%, 7 et 9%. Donc amélioration tangible quand même, ça c'est des signes encourageants en Chine, ça c'est bien. Cette reprise partielle n'a pas compensé la chute du tourisme chinois au Japon, où la demande a été pénalisée par un effet de base défavorable après une croissance exceptionnelle de 57% l'an dernier, exacerbée par un yen faible. Donc là, il faut revenir un peu sur ce qui s'est passé en 2024. Le yen s'est fortement déprécié, rapidement. Ça continue à pas se déprécier, mais bon, là, c'est un peu plus stable qu'avant. Mais avec cette forte dépréciation de la devise, LVMH n'a pas eu le temps de monter ses prix assez rapidement pour compenser la dépréciation de la devise. Donc ce qui s'est passé, c'est que les touristes chinois sont allés au Japon faire leurs emplettes pour ramener du LVMH moins cher qu'au pays. Donc il y a eu un arbitrage comme ça qui du coup a fortement boosté la croissance, mais ça donne un effet de base difficile pour ce premier semestre 2025. Antoine Belge de BNP Paribas Exane a souligné la détérioration de 4 points de base de la division mode et maroquinerie au deuxième trimestre, attribuée principalement à la baisse du tourisme chinois et dans une moindre mesure à d'autres nationalités asiatiques. Donc la CFO sur ce sujet répondit qu'en Europe et aux États-Unis, la demande locale reste stable, mais les fluctuations monétaires, notamment le dollar passant de 1,04€ à 1,17€, ont freiné les achats touristiques. Donc, bon, pour l'instant, mode et maroquinerie, c'est pas top, On est à -7% en organique, ce qui est l'activité principale du groupe, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, pour l'instant, ça reste compliqué sur cette branche-là. Mais il y a pas de la demande reste stable. Donc, ce qu'on peut noter d'un point de vue encourageant, sur le point, on va dire un point positif, c'est que il y a pas de détérioration supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt un signe que la reprise est peut-être devant nous. Marge et gestion des coûts. Alors, la question des marges, particulièrement dans la division mode et maroquinerie, a été centrale. On a une analyste de Bank of America qui s'appelle Daria Nasliyevichedad, bon, je vais prononcer n'importe comment, mais qui a cherché à comprendre la contraction de la marge opérationnelle. Donc, on était à 34,7% contre environ 30% à long terme. Donc, alors c'est l'inverse, c'est 30% contre en moyenne 34,7%. Cabanis a expliqué que la pression provient principalement de la marge brute affectée par la sous-utilisation des capacités et une légère inflation des coûts des marchandises. Donc voilà, toujours, donc vous avez comment dire? Non, quand vous avez l'effet ciseau négatif, quand les chiffres d'affaires baissent, malheureusement, vous avez les marges qui baissent plus rapidement. Parce que vous avez des coûts fixes. Et donc si vos coûts fixes à volume donné, ils restent les mêmes, ce sont des coûts fixes par définition. Mais là, si vous produisez moins de volume, évidemment, vous allez moins étaler de coûts sur, du coup, sur moins de volume. Et donc, ça va impacter votre marge brute. Et donc, la marge opérationnelle derrière, sauf si on fait des gains d'efficience opérationnelle en excès par rapport à la dépréciation de la marge brute, ce qui n'est pas le cas ici. Les dépenses opérationnelles ont été contenues, indiquait Cécile Cabanis,
avec une baisse de 2 des frais de marketing et de 5 des frais généraux et administratifs. Donc ça, c'est ça. En période d'un peu de ralentissement, de difficulté, on réduit les coûts généraux. Donc, en fait, ce sont, principalement des licenciements à mon avis et on diminue les budgets marketing. C'est pas une mauvaise chose de diminuer les budgets marketing puisqu'on a moins de croissance et donc moins de ventes. D'un autre côté, si en revanche, vos concurrents, eux, continuent à maintenir les mêmes frais marketing, peut-être qu'ils vous prendront des parts de marché. Mais je pense que là, dans le secteur, donc je suis pas spécialiste du secteur du luxe, moi je suis, LVMH plutôt pour le côté vin et spiritueux, mais il faut regarder un peu les dépenses, en marketing dans toute l'industrie, mais je pense que c'est ce qui se passe, au global, hein, c'est qu'on baisse les budgets marketing puisque, le marché reste encore un peu difficile. Alors les analystes comme Olivier Chen de TD Securities ont salué cette discipline, mais se sont interrogés sur les leviers fixes et variables. Donc la directrice financière a précisé que les coûts des ventes sont en partie fixes, donc effet ciseau négatif si les ventes baissent, sauf au Japon où les loyers variables sont plus significatives et que les efforts d'efficacité visent à optimiser les coûts non liés à l'expérience client ou à la créativité. Donc on va essayer de pas, tout ça, hein, pour traduire, pour lire entre les lignes, pour traduire, c'est que on va essayer de pas non plus couper les coûts, mmh, à un endroit stratégique, c'est-à-dire l'expérience client ou la créativité, donc la création de nouveaux produits. Donc il faut couper les coûts là où ils sont vraiment, inutiles les coûts et c'est pas dans l'optimisation de l'expérience client ou dans la créativité que les coûts sont inutiles, hein. Parce que s'il vous faut des nouveaux produits et ben, il faut investir dans la R&D et s'il faut optimiser la conversion des clients, beh, dans ce cas-là, il faut investir dans l'expérience client. Donc, c'est, une sage décision à mon avis de ne pas couper les dépenses dans ces zones-là. Stratégie de prix et positionnement des marques. Alors, on a Lucas Solka de Bernstein qui a questionné l'architecture tarifaire des grandes marques comme Louis Vuitton et Dior face à la croissance rapide de marques de luxe plus chères, comme Cucinelli, ou plus accessibles comme Coach. Alors, je ne connais pas ces marques. Cécile Cabanis a affirmé que la stratégie de LVMH repose sur l'amélioration continue de la qualité et de la fonctionnalité des produits plutôt que sur une segmentation par prix. Elle a ajouté: «On n'est pas Coca-Cola dans la conférence d'analystes». Donc, ils sont pas sur un produit, qui segmente, par rapport à une segmentation par les prix. On est plutôt sur toujours améliorer la qualité, monter en gamme, toujours, proposer les meilleurs produits, pour continuer à pouvoir augmenter les prix, hein, tout simplement. Louis Vuitton, par exemple, maintient plus de 60 de son offre dans le segment haut de gamme, tout en attirant les jeunes générations via des catégories accessibles comme les parfums ou les petits articles en cuir, sans jamais compromettre la qualité. Donc, ils veulent absolument pas baisser la qualité pour en faire de l'entrée de gamme, enfin l'entrée de gamme. Dans le luxe, ça serait plutôt du moyen de gamme, enfin faire de l'accessible, parce que ça nuirait à l'image de marque. Et si on fait du luxe, on fait pas de l'accessible, on fait du luxe. Donc, il faut nécessairement que, on puisse maintenir ou augmenter les prix en améliorant la qualité des produits. Concernant le moteur de la baisse de 9 dans la mode et maroquinerie au deuxième trimestre, Cabanis indiquait que celle-ci était principalement liée à des volumes plus faibles, avec un effet prix modéré et un mix produit plutôt stable. Donc, bon, ça c'est plutôt rassurant. On n'est pas obligé de baisser les prix. On est plutôt impacté par, les baisses des volumes, mais ils ont pas envie de baisser les prix et à raison, sinon vous faites pas du luxe, si vous devez baisser vos prix. Donc bonne réaction. Maintenant évidemment, inévitablement, si le consommateur est plus en difficulté, eh bien, ce sont les volumes qui vont, souffrir. Alors il y a eu des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Donc il y a une analyste, qui s'appelle Carole Maggio de Barclays qui a soulevé une question sur un récent scandale qui a touché Loro Piana. Je ne connais pas cette marque non plus. Qui aurait eu des pratiques non conformes chez un sous-traitant en Italie. Donc la CFO a reconnu que cet incident qui a impliqué un fournisseur, non révélé, non dévoilé dans la conférence call, a révélé des failles dans les contrôles, malgré 5 000 audits réalisés l'an dernier. Donc quand même, ils investissent, c'est crucial, hein, chez LVMH, on investit dans les contrôles qualité parce qu'on veut faire du haut de gamme en tout cas, et donc il faut s'assurer un niveau de qualité, exemplaire, et pour ça, eh bien, ça passe par des contrôles en usine, des audits et cetera. Et ben, il se peut que malgré cela, il y ait des sous-traitants qui passent à travers les mailles du filet. Peut-être que LVMH ne devrait pas utiliser, enfin pas des sous-traitants, mais des fournisseurs cachés. Enfin si, des sous-traitants.
peut-être que LVMH ne devrait pas utiliser des sous-traitants. Hermès ne sous-traite pas, par exemple. Donc LVMH a immédiatement rompu avec ce fournisseur et travaille à renforcer ce processus d'audit en collaboration avec l'industrie italienne. Bon, la directrice financière a indiqué et a insisté que ça ne devrait pas affecter l'image de marque de l'Europiana, mais ça, c'est le consommateur qui le décidera. Et évidemment, il faut qu'ils continuent à travailler dans l'amélioration des contrôles de la chaîne d'approvisionnement. Bien. Perspective à long terme et diversification. Donc, ensuite, les analystes se sont également intéressés aux perspectives de croissance à long terme pour notamment Louis Vuitton. Donc, l'analyste Carole Maggio, évoqué précédemment, a interrogé sur les moteurs de croissance dans un contexte où la Chine devient un marché plus mature, les consommateurs ont moins de pouvoir d'achat. Cécile Cabanis a souligné 3 piliers. La domination du retail, vente au détail, avec des ouvertures de boutiques à forte croissance comme à New York ou à Dubaï. L'innovation produit pour séduire à la fois les clients haut de gamme et les jeunes générations, et une solidité financière qui permet des investissements massifs. Bon. Le lancement de la ligne cosmétique Louis Vuitton illustrera cette stratégie de diversification dans les catégories accessibles. Bon, ça, je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'aller dans l'accessible quand on fait du luxe, mais ça reste à voir. Et Edward Holding de Morgan Stanley a questionné l'évolution du portefeuille des marques qui compte aujourd'hui plus de 80 maisons contre 25 dans les années 80. Il se demande si on n'est pas là pour ce qu'on appelle en fait LVMH un ETF du luxe. On n'est pas là en train d'accumuler plein d'entreprises et au final, ça peut détruire de la valeur quand on se diversifie trop. Donc Cabanis a indiqué que LVMH reste opportuniste à l'affût d'opportunités sur le marché, donc prête à saisir des nouvelles acquisitions ou à céder des marques non stratégiques ou non performantes comme Off-White et Stella McCartney l'an dernier. Donc, on est en fait sur LVMH, c'est une boîte de fusion-acquisition. C'est du luxe, d'accord, mais maintenant, le principal de la croissance, c'est de la croissance externe. Et donc, on vient acquérir des marques qu'on vient ensuite améliorer pour pousser la rentabilité, pour être au même niveau que les autres marques du groupe. Mais donc maintenant, ça devient un des moteurs principaux de la croissance. D'ailleurs, comme c'est un marché qui va devenir mature, eh bien, on assistera de plus en plus à de la consolidation et à des rachats de marques. Rien que de plus logique dans cette industrie. Performance par division et initiative. On a Thomas Chouvet de Citi qui a interrogé sur les performances aux États-Unis où une amélioration séquentielle est observable. Donc quand on dit séquentielle, c'est Q2 par rapport au Q1 ou H2 par rapport au H1 de l'année précédente. Tiré par les champagnes Sephora et une légère reprise de DFS. Donc DFS, c'est distribution sélective. Edward Holding a noté que la distribution sélective portée par Sephora a dépassé les attentes avec une croissance organique de 2% et une marge opérationnelle en hausse de 10,2%. Sephora gagne donc des parts de marché grâce à son modèle axé sur l'exclusivité et l'expérience client, tandis que DFS réduit ses pertes grâce à une rationalisation des coûts, bien qu'elle ne soit pas encore à l'équilibre. Donc dans les parfums et cosmétiques, donc l'analyste Daria N de Bank of America a obtenu des précisions sur les tendances. Donc on a une surperformance des parfums, suivie par le maquillage, tandis que les soins de la peau sont en retrait avec une résilience notable des parfums Christian Dior grâce à sa distribution sélective. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui suivent aussi L'Oréal. Tout ce qui est parfumerie également, donc Interparfum, etc. Bon, on note quand même que c'est en amélioration, qu'il y a la croissance à nouveau dans ces secteurs-là, donc plutôt intéressant. Les analystes ont salué la capacité du groupe à maintenir des marges élevées et à préparer l'avenir, mais restent attentifs aux incertitudes liées à la reprise chinoise, aux fluctuations monétaires. Bon, ça, on peut rien faire, de toute façon, les devises varient, quoique c'est hors de contrôle des groupes, donc ils peuvent éventuellement se hedger, donc prendre des couvertures de change, mais en général, sur la longue durée, c'est pas très rentable de le faire, donc il vaut mieux subir les variations de change, tant pis. Avec une confiance affirmée dans ses marques phares et une stratégie axée sur la qualité et la désirabilité, LVMH se positionne pour rebondir lorsque les vents contraires s'apaiseront. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y a encore du travail à faire. Bon, donc, LVMH, ça reste compliqué. Il y a quand même des géographies qui sont en légère amélioration. Pas fantastique, la Chine, c'est pas incroyable. On note que sur les modes et maroquinerie et vins et spiritueux, c'est pas la joie. On est à -7% d'organique sur le semestre. Bon, donc ça reste à suivre à mon avis. LVMH, pour le moment, donc je vais mettre à jour l'analyse quantitative dans les prochaines vidéos. On va voir un peu la valorisation. Du coup, LVMH se situe à un niveau de valorisation qui n'a pas été vu depuis 2012.
Donc la crise des dettes souveraines en Europe, hein. Alors que l'entreprise avait quand même une part de marché beaucoup plus faible, du coup un moindre impact. Là, je pense que même si c'est compliqué pour LVMH, le timing pourrait ne pas être mauvais, parce que la valorisation est très basse. Donc toutes les mauvaises nouvelles en fait sont dans le cours, quasiment, j'ai l'impression. Sinon que mon avis, c'est pas une incitation à acheter du LVMH, c'est surtout une incitation pour vous d'aller lire les rapports financiers et de faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.